Bonjour, on va passer quelque temps ensemble pour essayer de faire un lien entre ce qu'est la mesure de la pression artérielle telle que les médecins la font et la biologie du vaisseau. Alors la distance est grande entre les deux. Le geste de mesure de la pression artérielle, c'est le plus couramment effectué en médecine. Quand il y a une émission de télévision, on montre toujours le médecin qui est en train de mesurer la pression artérielle. Mal d'ailleurs souvent, mais c'est ce que l'on montre. Et puis à la fin d'une consultation, les gens disent « Docteur, il m'a tension ». Alors, la tension artérielle est un paramètre bien sûr fondamental pour la vie puisque le cœur se contracte et assure l'apport d'oxygène dans les tissus grâce au passage du sang dans les vaisseaux. C'est l'ensemble qui fait que la pression artérielle va mettre en jeu le débit cardiaque, les résistances des petits vaisseaux et la souplesse ou la rigidité des gros vaisseaux. Mais la mesure tensionnelle, c'est quelque chose de très grossier. Ça ne renseigne pas sur ce que se passe réellement dans un organisme. Or, dans l'organisme, il y a à deux niveaux des phénomènes majeurs, rapides, et qui vont avoir des conséquences sur le long terme. Le premier phénomène qui peut être rapide, c'est l'adaptation des circulations dans les différents organes, le cerveau, le cœur, le rein, au changement du débit cardiaque, au changement de position, à l'émotion. À chaque moment, il faut que chaque organe reçoive la quantité d'oxygène qui lui est nécessaire, et pour cela, il faut que la circulation locale s'adapte. Pour qu'elle puisse s'adapter, il faut que la perfusion qui arrive par les gros vaisseaux soit correcte, et c'est ce qui explique le rôle vital de la pression artérielle. Si on faisait une hémorragie énorme, eh bien on aurait le cœur désamorcé, une pression artérielle qui tomberait à zéro. De même, quand on se met en position debout, le sang passe dans les membres inférieurs, on pourrait avoir une baisse de pression artérielle, mais en réalité, il y a immédiatement des compensations qui se font et qui permettent que finalement, le débit du sang dans les organes ne se modifie pas et que la pression artérielle elle-même ne se modifie pas. C'est le premier lien qui existe entre la pression artérielle, mesurée de manière indirecte, telle qu'on l'a vu par les médecins, et la régulation de l'oxygénation des tissus dans l'organisme. Mais il y a un autre phénomène au moins aussi important qui se produit, qui est un signal donné par la circulation du sang au niveau des cellules des vaisseaux. Il va y avoir du stress qui va s'exercer sur les cellules endothéliales. Il va y avoir des passages de protéines à travers les différentes couches qui caractérisent la paroi vasculaire. Il va y avoir des réactions de cette paroi vasculaire aux signaux qui lui sont donnés, signaux mécaniques, signaux biochimiques. Et au long terme, c'est à partir de l'accumulation de ces signaux dans le temps que va se développer, d'une part, ce qu'on appelle le vieillissement vasculaire, et d'autre part, la pathologie vasculaire, qui, pour l'essentiel, consiste en des dépôts anormaux de protéines dans les vaisseaux avec des migrations cellulaires d'une partie de la paroi à l'autre, phénomènes qui sont extrêmement progressifs, extrêmement lents, et qui brusquement peuvent aboutir à un phénomène aigu qui est sur l'existence d'une plaque, qu'on appelle une plaque d'athérome, l'existence d'une coagulation avec l'arrivée des plaquettes, des leucocytes, et l'accident aigu qui est la thrombose au niveau de l'œil, du cœur, du cerveau, du rein. Donc on voit qu'il y a trois temps: l'exploration grossière de la pression de perfusion dans les tissus par la mesure indirecte de la pression, les régulations par organe en fonction des modifications du débit cardiaque et les modifications de la fonction vasculaire en permanence, avec un aboutissement qui est le vieillissement vasculaire et qui est l'accident vasculaire. Donc ce matin, ou cet après-midi, nous allons nous concentrer sur la méthode de mesure de la pression artérielle en s'étonnant un peu du fait que cette méthode très vieille nous donne encore des renseignements qui sont majeurs. Et en ayant en même temps l'espoir que dans les années à venir, les méthodes d'exploration vont changer, vont se sophistiquer et vont augmenter la qualité et la précision de la médecine cardiovasculaire.
Je vous ai donc dit que nous allions ensemble revoir l'histoire de l'hypertension artérielle. Mais attention, je ne vais pas vous raconter des histoires. La compréhension de ce qu'est la maladie hypertensive ou que ce sont les maladies hypertensives repose sur des techniques successives qu'il est absolument indispensable que vous connaissiez. La technique la plus simple, c'est celle de l'observation faite par le médecin clinicien. Vous entendrez très souvent les gens vous dire que ça ne vaut rien. Ce n'est pas vrai. Une très belle observation clinique permet de comprendre beaucoup de choses sur une maladie. Pour vous donner un exemple, la tumeur de la surrénale qui sécrète trop d'aldostérone, l'hormone qui fait garder le sel, elle a été découverte par un clinicien, Jérôme Cohn, qui a exploré la biologie d'une malade avant de décider, après 1 an de surveillance, de l'opérer et de tomber au niveau des surrénales sur une tumeur bénigne dont il avait prévu l'existence à travers des signes biologiques. C'est une description clinique pure. Elle a ouvert un mode de raisonnement sur le sel et l'aldostérone dans l'hypertension artérielle qui est absolument unique, et c'est simplement un cas clinique. Et puis le clinicien peut rendre aussi un service parce qu'il observe plusieurs fois la même anomalie. Il a donc une série de cas. On dira bien sûr que c'est le niveau de preuve le plus bas, ce qui est vrai. On ne peut pas faire la médecine à propos des histoires que racontent les médecins. Mais il ne faut pas non plus dire que ça n'a pas de valeur. Et il vaut mieux une histoire clinique bien documentée qu'une recherche sur des milliers de patients qui reposent sur des méthodologies et sur des approches incorrectes. La deuxième approche qui va permettre de comprendre l'hypertension artérielle est constituée par les études de cohorte. Alors une cohorte, on peut la trouver à 2 niveaux. On peut la trouver dans une clinique d'hypertension artérielle où les patients sont venus consulter et sont suivis ensuite régulièrement pendant de nombreuses années, où on peut trouver aussi les études de cohorte, et c'est ça qui est le plus important, au niveau des populations. Tout le problème des cohortes dépend aussi de la sélection des patients qu'on met dans la cohorte. On peut avoir une idée fausse de l'histoire naturelle d'une maladie si on a trop sélectionné les cas. Ainsi, les cas qui viennent à l'hôpital sont en général beaucoup plus graves que les cas qui sont en population, d'où la nécessité d'avoir à la fois des cohortes d'hôpital et des cohortes de population. Pour éviter 2 défauts, le biais de sélection d'une part, et d'autre part, quand on va dans les populations, les gens ne répondent pas de manière volontaire à 100%, ils vont répondre à 90%, 80%, 50%, 30%, et on crée à ce niveau-là aussi une sélection qui peut donner des biais dans l'interprétation des résultats. Donc les cas cliniques, les études de cohorte. Et finalement, la conception de ce qu'est l'hypertension artérielle s'est faite par un va-et-vient entre des cas cliniques, c'est l'apport des cliniciens, et des études épidémiologiques, c'est l'apport des épidémiologistes par les études de cohorte. Alors, lorsque l'on veut comprendre ce qu'est l'élévation des chiffres de pression artérielle, on a 2 techniques qui sont la recherche clinique proprement dite. Elle consiste à étudier des personnes que l'on considère comme normotendues et des personnes que l'on considère comme hypertendues et à regarder en quoi elles diffèrent les unes des autres. Ces études, qu'on appelle transversales, sont exposées à de gros risques d'erreur, essentiellement par la définition de ce qu'on appelle les contrôles. Par exemple, à un certain moment, on croyait que la noradrénaline était élevée dans l'hypertension artérielle. Pourquoi ? Parce qu'en ayant pris 20 personnes hypertendues de certain âge et les ayant comparées à 20 personnes qu'on disait être normotendues, on avait observé une augmentation de la noradrénaline dans le plasma. En réalité, les gens qui étaient des contrôles étaient des personnes habituées à vivre dans l'environnement médical ou dans l'environnement de laboratoire, qui n'avaient aucun stress au moment où on leur faisait des prises de sang, alors que les hypertendus qui avaient été recrutés, au moment où ils arrivaient dans cet événement médical, avaient une réaction de stress qui entraînait une décharge d'hormones de catécholamine et qui expliquait cette différence qui était donc totalement fausse parce que les témoins et les contrôles n'étaient pas appropriés. Dans une deuxième étape, avec beaucoup plus de personnes, on peut faire des études où, par tirage au sort, on va donner aux gens soit un placebo,
soit une drogue active. Ceci peut être fait par voie orale ou par voie intraveineuse. On aborde à ce moment-là quelque chose de plus rigoureux, qui est l'étude par des tirages au sort. Vous avez vu que dans les 3 cas précédents, on ne parlait pas de ce thème de tirage au sort. Maintenant, on va avoir de vrais contrôles, puisque le tirage au sort permet, lorsque le nombre de personnes est suffisant dans les 2 groupes, permet d'avoir un équilibre entre toutes les caractéristiques des patients qui sont connues, plus les caractéristiques non connues. Donc c'est ça l'intérêt de la randomisation. Et après, on va mesurer ce qu'on appelle des biomarqueurs ou des points intermédiaires, et pour le sujet qui nous concerne, on va mesurer la pression artérielle avant une intervention et après une intervention, chez des gens qui ont l'intervention et chez des gens qui ne l'ont pas, et on va mesurer la pression artérielle. On cherche en général une baisse de la pression artérielle induite par une manœuvre quelconque, que ce soit un régime, que ce soit des médicaments. Cette approche ne répond pas à la question « est-ce que c'est bon de faire baisser la pression artérielle ?» On ne le sait pas à la fin d'études de ce type qui vont durer une journée, 8 jours, 15 jours, 3 mois. La question que l'on se pose est de savoir si la baisse de tension artérielle apporte quelque chose de bien à la personne malade, et ce type d'étude ne permet pas encore de répondre à la question. D'où la nécessité, en un temps supplémentaire, d'introduire des études également par tirage au sort, qu'on appelle des essais thérapeutiques contrôlés, randomisés, où des milliers de personnes vont avoir une manipulation de leur chiffre de pression artérielle dans le sens de la baisse, et où on va regarder les conséquences au long cours de cette baisse de pression artérielle sur les accidents qui vous ont été rappelés initialement, c'est-à-dire les accidents cardiovasculaires, les accidents cardiaques, les accidents vasculaires et les accidents rénaux. Donc vous voyez qu'il y a dans la description de l'hypertension artérielle l'utilisation de techniques successives pour lesquelles il est indispensable que vous connaissiez dans le détail les indications et les limites de ces études, de telle sorte que lorsque vous vous poserez une question, non seulement vous aurez appris à vous poser une bonne question, mais en fonction de la question, il faudra choisir la bonne technique pour répondre à la question. Et à la fin, quand toutes ces études sont faites, il y a des gens qui font des études qu'on appelle de méta-analyse quantitative, qui consistent à reprendre tout ensemble les études qui sont similaires et à essayer de cette façon d'augmenter la puissance statistique du résultat obtenu pour confirmer ce qu'avait pu donner un seul essai thérapeutique randomisé ou une seule étude de cohorte. C'est ce qu'on appelle les méta-analyses, qui sont des données qui sont une analyse quantitative. Ce n'est pas une description simplement, c'est une quantification d'un effet, soit de la pression artérielle, soit d'une manipulation de la pression artérielle. Puis alors après, tous les gens se réunissent dans des pièces, ils regardent de près les documents, en général ils trouvent qu'ils ne sont pas parfaits, même si les gens se sont beaucoup appliqués, et prenant en compte le caractère imparfait de la recherche, ils écrivent des recommandations pour les médecins. Et c'est un système qui est devenu très populaire depuis 1990 et qui, à mes yeux, ne marche pas, puisque les gens qui ont appliqué la médecine n'ont pas besoin souvent de savoir ce qui est contenu dans les recommandations qui sont quasiment illisibles. On a besoin d'avoir des recettes extrêmement brèves, on n'a pas besoin d'avoir des tableaux extrêmement complexes. Et deuxièmement, ce qui m'a toujours surpris, devant les mêmes résultats, les mêmes chiffres, les gens ne vont pas avoir les mêmes interprétations. Et finalement, le résultat des recommandations est fonction de la sélection des gens qu'on met dans les groupes de travail. Donc vous êtes obligé de connaître les recommandations, mais vous ne pouvez pas comprendre la médecine à travers des recommandations. Pour comprendre la médecine, il faut avoir structuré votre approche de la recherche clinique, et ce que je vous raconte aujourd'hui est parfaitement vrai aussi pour l'expérimentation animale, où il faudra avoir exactement les mêmes critères de qualité dans les études pour s'assurer de leur validité interne, ont-elles été bien faites, et de leur validité externe, sont-elles applicables? Peut-on passer de l'animal à l'homme? En général, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Et quand on fait une étude aux États-Unis, est-ce qu'elle s'applique à la Chine ou est-ce qu'elle s'applique au Japon? C'est ce qu'on appelle la validité externe. Donc au moment où nous allons aborder l'histoire de l'hypertension artérielle, nous avons dans nos mains
un certain nombre de technologies qui ont été étudiées et qui ont été utilisées largement au cours du siècle précédent et qui ont toutes une signification et une contribution. On voit bien à travers la liste de ces études que l'effort est plus grand dans les essais à large échelle, donc le résultat est plus important et plus fiable. Mais le démarrage peut parfaitement venir de l'étude d'un cas clinique comme une tumeur de la surrénale, le phéochromocytome, le syndrome de Cohn dont je vous ai parlé, ou bien comme une maladie de l'artère rénale, telle qu'on peut la reproduire expérimentalement, ou telle que la nature nous la donne sous la forme de tumeurs sécrétant l'hormone pressive qui vient des reins, l'enzyme pressive qui vient des reins, la rénine. Voilà donc les outils à votre disposition. Alors maintenant, ce que nous allons faire, ça sera de regarder le va-et-vient qu'il va y avoir entre ces différentes techniques. Et nous allons commencer par le va-et-vient entre la clinique et l'épidémiologie. Quand vous mesurez la pression artérielle, et vous voyez que ces images sont assez anciennes, vous utilisez en fait des techniques qui ont été mises au point au XIXe et au XXe siècle. Le stéthoscope, vous le savez, a été inventé par Laennec. C'est avec lui que vous allez ausculter l'artère humérale au niveau du pli du coude, parce que l'homme qui est à votre gauche, Korotkov, en posant son stéthoscope sur l'artère, s'est rendu compte que si on comprimait l'artère, on pouvait entendre des bruits, et que ces bruits sont le reflet indirect de la pression artérielle telle qu'on devrait la mesurer en théorie, c'est-à-dire en mettant dans cette artère un petit cathéter qui mesurerait les variations de la pression artérielle. Quand le cœur se contracte, c'est la pression systolique. Quand le cœur se relâche, c'est la pression diastolique. Et puis l'autre homme à côté, c'est M. Rivarocci, qui lui a inventé le brassard relié à un manomètre qui permet de savoir la pression qui existe dans le brassard. Et ce brassard exerce sur le bras une contre-pression qui va permettre d'interrompre le courant sanguin, il n'y a plus de bruit, d'ouvrir ensuite le courant sanguin quand le brassard se dégonfle. Et de cette façon-là, vous arrivez à ces chiffres merveilleux qui sont de 120, 80, 130, 75, 160, 95, etc., etc. C'est ancien, et là, quand je regarde ces photos très, très touchantes, ce qui me frappe, c'est que finalement, on a pu vivre en médecine pendant plus d'un siècle de cette façon-là, et aujourd'hui encore, avec des modifications d'appareils qui reposent sur une technique peut-être un petit peu plus facile, qui est la technique oscillométrique, on mesure de la même façon la pression artérielle indirectement, on ne mesure pas la pression artérielle de manière directe. Alors, le va-et-vient de la clinique à l'épidémiologie, eh bien voilà un homme qui a été un des premiers professeurs du Johns Hopkins Hospital et qui a, prenant la clientèle de son père, a décrit les plaintes des malades qui étaient vus par son père et qu'il a vu lui-même en faisant le lien entre des signes cliniques, les maux de tête, les vertiges, les bourdonnements d'oreilles, la polyurie, la polachyurie, l'essoufflement, la perte de la vision. Donc toutes ces complications, son père et lui les ont très rapidement attribuées à l'élévation tensionnelle. Et dans cette diapositive, vous voyez le résultat de ces observations à côté d'un manomètre qui cette fois est un manomètre à mercure, qui est celui qui a été utilisé par Janeway et par son père. Et nous allons démarrer sur une idée clinique. Quand on a des signes de souffrance cardiaque, oculaire, rénale, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, eh bien, on mesure la pression artérielle et on trouve des chiffres élevés. Attention, on ne parle pas des chiffres qu'on observe maintenant, on pouvait observer à l'époque des chiffres qui pouvaient aller jusqu'à 300 mm de mercure, de 200 à 300 mm de mercure pour la systolique, aux environs de 130 à 150 mm de mercure pour la diastolique, donc des chiffres extrêmement élevés. Donc l'hypertension artérielle, c'est une maladie symptomatique, on la découvre à la suite de troubles. Alors voilà le suivi, je vous ai parlé des études de cohorte, voilà la clinique d'un Danois, Bechgaard. Et lui, il a suivi plus de 1000 patients pendant un intervalle de nombreuses années, presque une vingtaine d'années. Et il voit ces gens qui avaient en consultation une pression artérielle supérieure à 160-100 mm de mercure, il les voit mourir, certes,
Mais c'est très important, ce qui va le surprendre, c'est le nombre de ceux qui survivent. C'est-à-dire que partant de l'idée des malades très graves qu'avait rapporté Janeway, lui, dans sa clinique, il voit bien sûr que les malades sont graves, ils ont des troubles, ils meurent, mais ce qui le surprend, c'est qu'autant soient encore vivants après, et en particulier chez les femmes, puisqu'un tiers d'entre elles sont vivantes, au-delà de 70 ans. Et le débat est lancé, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, qui est de savoir, mais est-ce que l'hypertension c'est grave, ou est-ce que l'hypertension c'est pas grave, est-ce que c'est une maladie, ou est-ce que c'est pas une maladie? Et pour répondre à cette question, va arriver l'épidémiologie. Alors l'épidémiologie, elle est venue des médecins des compagnies d'assurance qui ont voulu, d'une part, renseigner les malades sur le fait que s'ils donnaient de l'argent, ça n'était pas de l'argent perdu et qu'ils n'allaient pas mourir tout de suite, et d'autre part, renseigner les assureurs pour être sûr que les gens qu'ils assuraient allaient pouvoir cotiser pendant un minimum de temps pour que cela devienne rentable. Mais il faut bien voir que le médecin des assurances, qui s'appelait Fischer, il a réfléchi dans l'intérêt et des malades et des assureurs. On vous a dit souvent que c'était les assureurs qui avaient mené cette étude. Il y avait une participation aussi purement médicale dans l'intérêt des malades. Et ayant suivi ainsi les gens pendant 30 ou 40 ans, au moment où ils souscrivaient une assurance, eh bien, il a observé ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est-à-dire que par rapport à ceux qui ont une pression artérielle de moins de 100 ans de 90, chez les hommes âgés de 35 ans, eh bien, la réduction calculée de l'espérance de vie des gens est de 4 ans. Quand ils ont 140-95, l'amputation des années de vie est de 9 ans, et quand ils ont 150-100, donc vous voyez des valeurs qui ne sont totalement différentes de celles de Janeway ou de celles des hypertensions sévères, les gens perdent en fait 16 ans. Et il montre que ce phénomène est vrai chez les hommes à tous les âges. Bien évidemment, à partir de 55 ans, on perd moins d'années au total parce que, étant plus âgé, on meurt d'autre chose, mais on perd encore, en fonction du chiffre de pression artérielle, 6 ans. Le même phénomène existe exactement pareil chez les femmes, mais avec apparemment, aux mêmes âges, une gravité moindre, et le nombre d'années de vie perdues pour la femme semblait être, dans ces études, un petit peu moins important. Vous voyez que les études portent chez des femmes de 45 à 55 ans, c'est-à-dire 10 ans environ après la ménopause. Donc très clairement, dans des études de population, pas chez des malades, chez des gens qui ne se plaignent de rien, plus la pression artérielle est élevée, plus grand est le risque de mort. Autrement dit à l'envers, plus on a la pression artérielle basse, plus on a des chances de vivre vieux. C'est la mise en évidence d'un phénomène statistique indiscutable qu'il va falloir confronter à l'observation du clinicien, qui lui sait que tout le monde ne meurt pas et va se demander mais qui dois-je traiter? Et aujourd'hui, je vais vous dire que finalement, je ne le sais pas. Et quand je dis je, ça veut dire l'ensemble de mes collègues, même s'ils vous le disent qu'ils savent, il y a encore une marge d'incertitude qui est quelque chose de tout à fait naturel en médecine. Donc la compréhension de l'hypertension artérielle nécessite de faire un va-et-vient entre une maladie symptomatique et un signe clinique asymptomatique. La réalité de l'histoire naturelle se voit dans les populations, la réalité de la maladie grave se voit dans les cliniques. Dans les débats scientifiques, s'il y a une nation qui est bonne, c'est bien le Royaume-Uni. Et la conception de l'hypertension artérielle a été lancée par un débat entre Anglais, d'une part Platt à votre gauche, les professeurs de médecine connus dans les années 1950 à 1960, et d'autre part Sir George Pickering, également professeur connu du Royaume-Uni. Au fond, le débat est le suivant. Est-ce qu'on a d'un côté des hypertendus et de l'autre côté des normaux tendus? Si vous regardez au point de vue expérimental ce qu'on appelle les rats spontanément hypertendus, vous mesurez leur pression artérielle, vous avez un groupe d'animaux dont la pression artérielle va être voisine de 180 à 200 mm de mercure, et un groupe d'animaux dont la pression artérielle va être voisine de 120 mm de mercure. Et les deux groupes sont largement séparés. Donc la question que se sont posées ces deux hommes,
c'est est-ce que les chiffres de pression artérielle dans la population sont distribués de manière continue sans qu'on puisse faire deux courbes de distribution entre des personnes qu'on appellerait des normotendus et des personnes qu'on appellerait des hypertendues, ou est-ce que de la tension la plus basse, 100 mm de mercure pour la systolique, à la plus haute, 300 mm de mercure sur la systolique, il y a une distribution gaussienne des chiffres de pression artérielle. Platt pensait qu'il y avait deux groupes, Pickering pensait qu'il y avait une distribution continue. Donc, ils ont débattu les résultats de Pickering. Platt a dit qu'à 150-90, il y avait nettement une séparation entre les gens. Donc, il y avait des gens qu'on appelait des hypertendus au-dessus de 150-90 et des gens qu'on appelait des normotendus en dessous. Et Pickering, en regardant de près les résultats, a montré que l'analyse qu'avait fait Platt des résultats était un artefact qui était dû aux arrondissements de la pression artérielle par les médecins qui arrondissaient de manière plus facile vers les chiffres se terminant par un 0. Et la tentative d'avoir deux groupes hypertendus et normotendus dans la distribution des chiffres de pression artérielle dans la population est une tentative qui définitivement est vaine. Dans ce premier round, Pickering a battu Platt. Alors c'est intéressant de voir après ce que Pickering a dit. Et ça rejoint un peu des commentaires que j'ai faits tout à l'heure sur les recommandations. Il n'y a pas d'accord sur une ligne de division entre ce qu'on appelle la normotension et l'hypertension, quoique l'Organisation mondiale de la santé, ce grand propagateur de la science par comité, a fait des recommandations. Et il faut comprendre que ce trait d'humour britannique sur le fait que les lignes de division, les seuils de définition de la pression artérielle sont des seuils administratifs, c'est une plaisanterie, mais c'est en même temps un fait. Pourquoi? Parce qu'en médecine, on a besoin d'un langage. Donc la question que vous posent les gens, c'est est-ce que je suis normotendu ou est-ce que je suis hypertendu? Si vous répondez que ça n'existe pas, qu'il y a une distribution continue de la pression artérielle dans la population, etc., vous ne pouvez pas exercer la médecine. Parce que lorsque les gens vous demandent est-ce que j'ai de la tension, est-ce que j'en ai pas, la deuxième question, c'est est-ce que je dois être traité ou pas? Et vous ne pouvez pas répondre par des mots vagues, des concepts. Et quand l'Organisation mondiale de la santé ou les groupes de recommandation se réunissent, ce n'est pas pour faire de la science, et là Pickering a raison, c'est pour faire de la pratique médicale et traduire en pratique ce qu'est la réalité biologique. Mais vous, dans cet enseignement, vous devez d'abord savoir la réalité biologique, c'est-à-dire la distribution continue de la pression artérielle, et quand vous êtes médecin, vous allez avoir besoin des repères, c'est-à-dire ce que disent ou ce que diront dans les années qui viennent les recommandations émises par des groupes qu'on appelle des groupes d'experts. Donc cette distribution continue de la pression artérielle dans les populations est un phénomène biologique général que vous devez garder en mémoire. Parce que le cholestérol dans la population, c'est la même chose. Le sodium dans les urines, c'est la même chose. La densité osseuse, c'est la même chose. Les hormones, c'est la même chose. Le poids corporel, c'est la même chose. Et à chaque fois, il y a des forces dans la société qui vont tendre à modifier les seuils. Il y a ceux qui croient à la médecine et à la biologie, qui croient à fond à leur métier et qui vont vouloir les valeurs idéales, souvent les plus basses possibles, mais pour la densité osseuse les plus hautes possibles. Il y a ceux qui disent « mais vous allez rendre tout le monde malade et vous faites des seuils qui sont beaucoup trop bas ou beaucoup trop hauts selon le paramètre et, sous-entendu, ça va nous rapporter trop cher ». Et puis il y a ceux qui vivent du marché, du cholestérol, du sodium, de la pression artérielle et qui ont une certaine tendance aussi à voir des malades un petit peu partout. Alors, comme on voit des malades partout en matière d'asthme, en matière de cancer, en matière de trucs, de toute maladie, à la fin, dès l'instant qu'il y a un seuil de quelque chose, il faut se méfier, car le seuil est un moyen de communication, ce n'est pas un phénomène biologique. Alors, Pickering aussi a insisté sur le fait que l'évolution naturelle de la pression artérielle dans nos populations est une augmentation avec l'âge. On sait aujourd'hui qu'elle est due à des phénomènes biologiques dans la paroi des vaisseaux que vous allez étudier, mais c'est le phénomène d'observation courante. Plus on vieillit, plus la pression artérielle systolique augmente, et la pression artérielle diastolique, elle, n'augmente pas. C'est ce qu'on appelle la pulse pressure,
la pression différentielle qui fait que le phénomène majeur dans l'augmentation de la pression artérielle en vieillissant porte sur la systolique et ne porte pas sur la diastolique. Là, vous allez avoir le sommet devant vos yeux de l'épidémiologie mondiale. C'est la photographie de Dauber et de Cannell qui, à partir de 1947, ont fait à Framingham une étude de population qui a inclus, par tirage au sort sur les listes électorales, plus de 5000 personnes. Et ces hommes, plus leurs successeurs, vous voyez leur date de vie et leur date de mort, ont réussi à suivre dans le même endroit, à Framingham, dans le Massachusetts, une petite ville blanche, de sujets de richesse moyenne, travailleurs américains moyens. Ils ont réussi à suivre maintenant 3 générations dans cette même ville de gens dont ils ont mesuré non seulement la pression artérielle, mais toutes les composantes biologiques qui étaient mesurables en matière de maladies cardiovasculaires. Et puis, tous les 2 ans, les gens étaient reconvoqués. Et quand vous voyez que l'étude a commencé en 1947, vous voyez quel succès ce fut, puisque les hommes ont vécu et sont morts au contact de cette population pour décrire l'histoire naturelle des maladies cardiovasculaires. C'est l'endroit le plus connu du monde et c'est l'endroit qui a été le plus productif. Ils ont parfaitement décrit, et ceci dès 1960, l'évolution de la pression artérielle systolique avec la probabilité de maladies, ici de maladies coronariennes, en fonction du niveau tensionnel. Donc vous voyez qu'à tous les âges, pour la systolique, et les courbes existent pour la diastolique, chez l'homme et chez la femme, de 35 à 65 ans, plus on a la pression artérielle basse, moins on fait de maladies coronariennes, plus on a la pression artérielle haute, plus on fait de maladies coronariennes. Alors j'insisterai sur une petite astuce de mathématiques. Vous remarquerez que l'ordonnée montre la pression artérielle et l'abscisse montre la pression artérielle et l'ordonnée montre le nombre d'accidents. Et vous remarquez que c'est une échelle arithmétique, donc que les courbes sont exponentielles. Mais quand on a eu davantage de cas, et ici on aborde un nombre de patients qui regroupent plus de 9 études de prospective dans un travail qui a été publié en 1990, vous remarquerez que le même phénomène est décrit, mais que, très curieusement, il est devenu parfaitement linéaire. Pourquoi ? Parce que l'abscisse est toujours la pression artérielle, mais l'ordonnée a été transformée en une échelle logarithmique qui montre le risque relatif de maladie coronarienne en fonction du niveau tensionnel. C'est donc le même message qui est donné que celui de Framingham sur un énorme nombre de sujets, mais avec une transformation qui vous montre la linéarité qui existe entre le risque d'un côté et la pression artérielle usuelle de l'autre. Par pression artérielle usuelle, qu'est-ce qu'on entend ? On entend une correction par un phénomène appelé la régression vers la moyenne, qui est le suivant. Quand vous avez une mesure tensionnelle une fois, qui est très basse, statistiquement, quand vous mesurez une deuxième fois, le deuxième chiffre aura tendance à se rapprocher de la moyenne et à être plus haut pour les chiffres les plus bas. À l'inverse, si le chiffre était haut, quand vous ferez une deuxième mesure, la deuxième mesure aura tendance à donner un chiffre plus bas. Et de cette façon-là, vous avez un rétrécissement de l'espacement des chiffres tensionnels qu'on appelle un phénomène de régression vers la moyenne. Les valeurs les plus basses deviennent un petit peu plus hautes, les valeurs les plus hautes deviennent un petit peu plus basses, ce qui veut dire que si on ne faisait pas cette correction-là, on sous-estimerait le risque épidémiologique qui est lié au niveau tensionnel. Et au fond, vous voyez à travers ces courbes, alors là, on tape fort puisqu'il y a plus d'1 million de personnes suivies dans 61 études prospectives, on voit bien dans cette diapositive, on attire votre attention même sur toujours le même phénomène, mais exprimé d'une manière linéaire et qui vous montre bien que le choix que vous avez à faire pour définir ce qui vous sert dans la pratique hypertension et normotension, il est impossible. Vous pouvez le mettre au niveau que vous voulez. 180, 160, 140, il faudrait dans un monde idéal rapprocher tout le monde de 100, 120. Et
On attire votre attention là-dessus, les épidémiologistes sont heureux, vous êtes heureux, je suis heureux, la pression artérielle est distribuée de manière continue. Mais ce qui est important à voir, en réalité, c'est l'écart qui existe au niveau de chacune de ces points. Parce que l'expression semi-logarithmique vous minimise en apparence la largeur de l'écart type qui est situé autour de cette droite de régression. Et en réalité, pour le même chiffre de pression artérielle, la variabilité du risque est extrêmement grande parce qu'elle dépend de beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas la pression artérielle. Donc l'épidémiologiste va être intéressé par la moyenne et le clinicien va être intéressé par la variance. Quand on a une pression artérielle chez un homme ou une femme devant soi, la pression artérielle mesurée seule ne permet pas de conclure. Donc vous voyez à quel point c'est totalement arbitraire de faire ces saucissonnages de la pression artérielle où on cherche à donner des noms. L'idéal, oui, moins de 120 mm de mercure ou moins de 80 mm de mercure. Et après, non seulement on donne un seuil, mais on donne des noms. Or, ces noms que l'on donne sur une distribution continue sont des moyens de communication, mais ne sont pas des phénomènes biologiques. Moyens de communication utiles, phénomènes biologiques à discuter. Ce que je vous explique sur les différences entre l'épidémiologiste et le clinicien, finalement, c'est assez simple. Et pourtant, le phénomène est encore plus compliqué. Pourquoi ? Parce que la pression artérielle n'est pas une constante, c'est une variable. Certes, dès l'instant que vous avez une stimulation ou que vous changez de position, l'organisme se débrouille pour ne pas avoir à faire face à un effondrement de la pression artérielle ou à une montée brutale de la pression artérielle. Mais il n'empêche que cela ne se fait pas en restant parfaitement plat comme une mer qui serait sans vagues. La tension artérielle varie de manière absolument extraordinaire. Et vous voyez que cette observation, au moment où elle est faite par Pickering, qui doit approcher les 80 ans, il dit qu'il ne comprend toujours pas comment un paramètre qui a une telle variabilité quand on le mesure souvent peut avoir une telle valeur pronostique sur la survenue de maladies cardiovasculaires quand on le mesure au cabinet du médecin. Et c'est la raison pour laquelle on a fait des tas de recommandations pour que la pression artérielle soit mesurée en position assise, 5 minutes de repos, en pleine décontraction, de telle façon, de telle façon, de telle façon. Et ça, c'est ce qui a été fait dans quelques études de recherche, mais en pratique courante, malheureusement, la pression artérielle a toujours été plus ou moins bien mesurée. Et toutes les règles qui s'appliquent à l'hypertension permanente, où la pression artérielle a été mesurée plusieurs fois dans une consultation, il y a plusieurs consultations, ces règles-là ne sont pas suffisamment respectées. Et c'est pourquoi, dans le siècle qui vient, il va falloir changer de méthode de mesure de la pression artérielle. Alors le premier qui a vraiment travaillé à fond cette idée est Sir Horace Smurk, lui aussi vient d'Angleterre et puis il a migré d'abord au Caire et en Nouvelle-Zélande. Il a pris des personnes et il a mesuré la pression artérielle une fois, puis après un repos de 3 minutes, puis après un repos de 30 minutes, puis après un repos de 90 minutes. Et il a montré que plus on attendait, plus la pression artérielle était basse. C'est d'ailleurs ce qui lui a donné l'idée de faire la première souche de rats génétiquement hypertendus, en croisant des rats dont il avait observé des pressions artérielles très variables, et qui a fait une souche de rats hypertendus où la participation du système nerveux sympathique doit être assez importante. Mais bien avant les rats japonais, on a eu cette souche de rats qui a précédé les rats lyonnais, les rats italiens, les rats japonais, etc., etc. Chaque pays a eu ses propres souches de rats hypertendus. Donc voilà donc Sir Horace Smurk à différentes étapes de sa vie, près des bouquins d'un côté et près de l'animal de l'autre. Mais le point qui est très important, c'est que dans les chiffres de pression artérielle qui sont figurés sur cette diapositive, vous allez avoir à votre droite ce que l'on va appeler la pression artérielle de base, et à la gauche, sur la colonne de gauche, la pression artérielle occasionnelle, et vous voyez que les différences sont absolument extraordinaires. Alors on a pu étudier beaucoup mieux le phénomène le jour où est apparu, dans les années 1975-1980, la mesure de la pression artérielle par voie sanglante. Par voie sanglante, c'est-à-dire qu'on a mis un petit cathéter dans l'artère humérale et que pendant 24 heures, on a enregistré la pression artérielle. Et là, on a vu
de manière extrêmement précise, puisque la pression artérielle a été mesurée en permanence par le cathéter introduit dans l'artère humérale, on a vu les variations énormes de pression artérielle. Cette diapositive est tirée des premiers travaux qui ont été publiés là-dessus, et je vous ai mis un point d'interrogation parce que c'est la diapositive la plus célèbre du monde de l'hypertension artérielle à cause des 2 pics de pression artérielle que vous voyez avant la chute de la pression artérielle nocturne, qui est tout à fait importante à connaître. La pression artérielle baisse dans la nuit et puis remonte très rapidement au moment où on se réveille. Elle monte même pratiquement d'un seul coup. Alors la diapositive est célèbre parce que les 2 pics caractéristiques les médecins en période d'investigation clinique. Sur le premier pic, le médecin qui porte l'appareil, on fait toujours les études sur soi-même, bien sûr, au début. Le médecin qui porte l'appareil assiste à un cours de son patron, il est 4 heures, et tranquillement, au bout de 2 heures de cours, il s'endort, son voisin s'en aperçoit, lui pique la fesse avec une épingle, et au moment où il est piqué, vous voyez ce qui se passe au point de vue tension artérielle. Le deuxième pic vous intéressera tout autant, j'imagine, puisque c'est le pic qui serait survenu au cours d'un rapport sexuel. Et la diapositive était présentée devant le staff dans ce groupe de recherche, et dans les rangs du staff était une jeune femme d'origine grecque qui, en voyant le pic, a dit, typique d'un Anglais, immédiatement après, il s'endort. Donc, cette plaisanterie-là qui a été faite par les auteurs de la diapositive a été transmise de génération en génération. Et vous voyez que nous sommes maintenant près de 40 ans ou 50 ans même après cette expérience unique qui vous montre au moins et fixe définitivement dans votre esprit que la pression artérielle n'est pas une constante, mais est une variable. Alors voilà un travail qui a été fait ultérieurement en Italie par Mancia, et qui va montrer une chose extrêmement importante, l'interaction qui existe entre 2 personnes sur la pression artérielle. Sur le graphique du haut, vous avez quelqu'un qui a aussi un cathéter dans l'artère humérale, et vous voyez les fluctuations avec la pression artérielle moyenne mesurée sur la bande noire du haut. Quand l'infirmière arrive pour mesurer la pression artérielle, la personne est habituée de contracter, l'infirmière ne pose pas de problème, il ne se passe pas grand-chose sur la pression artérielle. Au contraire, quand c'est le médecin qui rentre dans la pièce, vous voyez apparaître ce pic de pression artérielle que l'infirmière n'avait pas eu et qui montre la réaction ou l'arrivée du médecin dans la pièce, c'est ce qu'on va appeler l'hypertension artérielle de la blouse blanche. Et vous voyez bien que tous les documents qui sont disponibles quand on va vouloir savoir s'il faut traiter les gens reposent sur la pression artérielle de base et ne reposent pas sur la pression artérielle de hasard telle qu'elle pourrait être faite dans la mesure qui est représentée, une mesure expérimentale qui est représentée sur cette diapositive. Alors je vous ai parlé de niveau de pression artérielle. Donc la conclusion de ça, c'est qu'il faut toujours mesurer la pression artérielle dans des conditions méthodologiques parfaites qui n'ont pas été réalisées jusqu'à ce jour en pratique dans aucune partie du monde. Mesure trop rapide, appareil mal étalonné, arrondissement des chiffres. On a des masses de progrès à faire, même avec une vieille technique. Là, voilà Bill Cannell, donc l'un des papas de l'étude de Framingham, qui va donner, indépendamment de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le risque lié à la tension artérielle, le concept de risque multifactoriel. Vous avez sur cette diapositive les gens qui ont une pression artérielle normale ou qui ont une pression artérielle entre 150 et 160. Et vous imaginez que par ailleurs, ils n'ont aucun des facteurs de risque connus des maladies cardiovasculaires, le cholestérol, le tabac, le diabète, etc. Donc voilà le risque qui est sur la colonne de gauche. Puis on va faire apparaître 2 facteurs de risque supplémentaires, une baisse du cholestérol de haute densité et une augmentation du cholestérol. Et vous voyez que pour le même chiffre de pression artérielle, la probabilité de faire un accident coronarien dans les 10 ans qui viennent augmente. Et puis on va rajouter le tabac, on va augmenter le risque, et puis on va rajouter le diabète, et on va augmenter le risque. Et c'est la raison pour laquelle les soins des malades cardiovasculaires ne peuvent pas être basés sur la mesure d'un seul des paramètres connus
du risque cardiovasculaire, ils doivent être mesurés sur un ensemble. Il existe des équations de risque. Elles ont été déterminées dans les années 1961 à 70. On a essayé de les utiliser à partir de 1975 et finalement, ça n'a jamais marché. Car la réalité est qu'on devrait traiter les gens non pas sur un niveau tensionnel, mais sur une probabilité de risque. Et une probabilité, malheureusement, reste toujours actuellement une probabilité, tandis qu'un chiffre de pression artérielle est une mesure, et il est plus facile de raisonner en oui ou non à travers une mesure que de raisonner en termes de probabilité, que les médecins ont parfois de la peine à comprendre et que beaucoup des patients n'ont pas dans leur vocabulaire, que ce soit un vocabulaire de nombre ou que ce soit un vocabulaire de littérature. Donc ceci a introduit le concept général qui est animé sur cette diapositive et qui vous montre que dans les maladies cardiovasculaires qui sont résumées en vert, les accidents cérébrovasculaires, l'insuffisance cardiaque congestive, les maladies coronariennes, l'insuffisance rénale chronique et même la démence, il y a des facteurs biologiques proximaux, la pression artérielle, le cholestérol, le diabète. Il y a des facteurs un peu plus distaux, mais quand même proches de la personne, l'activité physique, la nutrition, le poids corporel, l'alcool, le tabac, qui vont influencer et directement les maladies cardiovasculaires et indirectement les facteurs de risque cardiovasculaire, dont la pression artérielle. Et en aval de tout cela, il y a des causes directes qui sont l'âge. Vous avez vu que plus on est âgé, plus la pression artérielle monte. Le niveau d'éducation, qui fait que selon leur niveau d'éducation, les gens font ou ne font pas d'exercice physique, ont une bonne ou une mauvaise nutrition, fument ou ne fument pas, et aussi l'argent, parce que toutes les consignes qu'on va donner aux gens, soit pour changer leur régime, soit pour faire de l'exercice physique, soit pour prendre des médicaments, toutes ces mesures-là coûtent cher, et moins on a un apport financier assuré, moins les mesures biologiques que nous décrivons en tant que biologistes seront appliquées par les médecins et surtout suivies par les malades dès l'instant que cela mettra en cause leur capacité de payer. D'où l'importance de la prise en charge complète du système de soins tel qu'elle est grosso modo faite en France, mais il y a encore 5 à 10% des gens qui ne rentrent pas dans le système. Alors, on a cherché après, puisque tout le monde ne meurt pas d'hypertension artérielle, voire même pour certains niveaux de tension artérielle que la majorité ne mourront pas de cela, on a cherché à avoir un pronostic de la pression artérielle. Qui, au même niveau de pression artérielle, va faire un accident? Alors, on a d'abord regardé des tas de méthodes de mesure de la pression artérielle occasionnelle, la pression artérielle de base. Je vous ai indiqué que c'était la pression artérielle de base qui comptait. On a fait après des mesures tensionnelles continues sur 24 heures à partir du moment où on a eu des appareils qui ne passaient pas par la voie sanglante, mais qui étaient des appareils de mesure indirecte, comme je vous ai décrit la mesure de la pression artérielle chez médecin. On a mesuré la pression artérielle à la maison. Et surtout, très récemment, on a utilisé ce qui en fait était utilisé dans notre clinique d'hypertension artérielle depuis tout le temps, qui est le fait qu'on mesure la pression artérielle de manière répétée sur un intervalle de temps de 15 minutes, 5 à 6 fois de suite, en l'absence et de médecins et d'infirmières. Et on sera obligé d'aller dans cette direction-là dans les années qui viennent. Il y aura peut-être d'autres méthodes de mesure qui vont apparaître, ce que l'on peut toujours souhaiter, mais il faudra les valider. Et en attendant, l'orientation doit se faire plutôt vers la mesure tensionnelle à la maison ou la pression artérielle mesurée en une quinzaine de minutes chez le médecin, chez le pharmacien ou dans un site où le patient peut être complètement décontracté. Plus la pression artérielle est bien mesurée, plus sa valeur de prédiction est bonne. L'autre chose qu'on a cherché à utiliser pour prédire l'avenir, c'était l'état du fond d'œil, selon qu'il y avait ou non des hémorragies, des exsudats, ou bien simplement une sclérose des artères. Puis après, les médecins ont trouvé la protéinurie et la microalbuminurie. Quand on a une toute petite présence d'albumine dans les urines, c'est un signe défavorable sur le pronostic de l'hypertension artérielle et un encouragement à traiter encore mieux. Quand on a déjà un grossissement du cœur, c'est qu'on intervient assez tard. Et puis quand on a déjà une atteinte artérielle, c'est qu'on atteint assez tard, qu'on intervient assez tard. Et tous ces paramètres ont ce qu'on appelle une valeur de prédiction. Mais là encore, une valeur de prédiction se traduit de la façon suivante.
on peut dire au malade, vous appartenez à un groupe de personnes qui a plus que de risques de faire une maladie cardiovasculaire que d'autres, non seulement à cause de votre tension, mais pour d'autres raisons. Mais on ne peut simplement dire, vous appartenez à un groupe. On ne peut pas dire, vous avez un risque. Vous appartenez à un groupe à risque. Ce qui signifie que vous avez un risque. On ne peut pas aller à l'individualisation complète du pronostic actuellement. Les études en cours ajoutent d'autres paramètres, mais ceci est impossible sur le plan financier. Et la question de recherche que je me suis vraiment demandé dans le groupe dans lequel je travaille avec Xavier Jeunemaître, c'est quel que va être l'apport de la génétique et des polymorphismes qui ont été, des SNP, qui ont été décrits dans le génome des patients ayant un risque cardiovasculaire ou ayant une hypertension artérielle. Et là, le domaine est totalement ouvert, il nécessitera des années et des années de suivi. Alors voilà un exemple de ce qu'on appelle une étude de cohorte à la recherche d'une signification pronostique. C'est une étude qui est toujours citée d'ailleurs, qui a été faite avant la guerre, avec des courbes de survie. Et vous voyez que quand on avait des hémorragies, un fond d'œil avec un édème, la durée de vie était extrêmement courte, on voit les gens mourir. Au contraire, quand on n'avait aucune lésion du fond d'œil, on voit que les gens ne meurent pas. Et ce phénomène de la prédiction en fonction d'un paramètre initial a été la base de toutes les études de cohorte pour faire connaître le pronostic de l'hypertension artérielle. Décrire le risque de la tension ne sert à rien si on ne montre pas que ce n'est pas seulement une association, mais un lien de causalité. Est-ce qu'on fait ces maladies parce qu'on a de l'hypertension artérielle ou est-ce qu'elles surviennent chez les hypertendus sans qu'il y ait un lien direct entre pression artérielle et maladie? Alors, pour le savoir, on obtient la dernière technique que je vous avais signalée, qui sont les essais thérapeutiques randomisés. Le premier a été fait en 1964 et le plus célèbre et le plus utile qui a lancé le concept du traitement de l'hypertension artérielle, c'est l'étude de l'administration des vétérans qui a été faite par un homme dont je vous ai signalé la photo. J'ai eu la chance de rencontrer tous les hommes dont je vous ai signalé la photo. Quand je dis la chance, c'est aussi la malchance, parce que comme ils sont morts, ça montre que je suis moi-même très vieux. Mais le Freyss est celui qui a fait des apports extraordinaires à l'hypertension artérielle, puisqu'il avait testé tous les premiers médicaments apparus entre 1950 et 1960, et qu'il avait étudié la compliance artérielle, le rôle du cœur dans l'hypertension artérielle. C'était un physiologiste de l'homéostasie circulatoire, qui en même temps qu'il était un grand physiologiste, était aussi un grand thérapeute et un médecin. Et dès ce premier essai, on a vu que le nombre de cas de maladies chez les gens qui prenaient un placebo par rapport à ceux qui étaient traités était largement supérieur, 56 contre 22, 35 contre 9. Et vous voyez que comme les chiffres de pression artérielle étaient extrêmement élevés, parce qu'on vous dira 160-95, oui, mais après un suivi de 3 mois, et après une hospitalisation qui avait montré que l'hypertension artérielle persistait, et chez des gens qui prenaient leurs médicaments, donc dans un contexte expérimental très particulier, mais le concept était montré que quand on faisait baisser la pression artérielle, on diminuait les accidents, alors qu'à cette époque-là, et jusqu'en 1974, un ensemble de médecins ont plaidé que la baisse de la pression artérielle n'était pas ce qu'il fallait faire, puisqu'ils concevaient l'élévation tensionnelle comme une réaction de l'organisme pour augmenter la pression de perfusion des organes, les coronaires, le rein, le cerveau. Donc le concept était de dire que si la pression artérielle baissait, la perfusion des organes diminuerait et qu'il y aurait un risque. Alors c'était très schématique à cette époque-là, c'est latent encore actuellement, car on peut se demander si lorsque la pression artérielle change trop de position couchée à position debout, ou lorsque les chiffres de pression artérielle sont bas alors qu'il existe un rétrécissement des vaisseaux lié à des plaques d'athérome au niveau des coronaires, au niveau du cerveau, au niveau des reins, on peut se demander si de temps en temps on ne peut pas induire des baisses de pression artérielle trop fortes qui entraîneraient une complication. Mais ceci est une anecdote quand cela observe. La réalité est que sur l'ensemble des chiffres de pression artérielle qui ont été testés à ce jour, on a toujours démontré que l'abaissement des chiffres de pression artérielle par le traitement était bénéfique. Alors sur cette diapositive, qui est tirée d'une méta-analyse très importante de Lowe, Wald et Morris, qui est récente, puisqu'elle est de 10 ans après le changement de siècle,
elle montre que finalement, quand on regarde la pression naturelle dans les études de cohorte et quand on regarde la pression artérielle obtenue dans les études d'intervention, par rapport au risque, on a moins de risques dans les cohortes, moins de risques dans les essais, et que finalement, le traitement médicamenteux a reproduit les bénéfices qu'on observait dans les tensions artérielles basses dans les études de cohorte. Et ceci est vrai pour les maladies coronariennes en haut et pour les accidents vasculaires cérébraux en bas. La réduction est pratiquement de 40% du risque quand on traite l'hypertension artérielle par des médicaments. Elle serait dans le même chiffre de pression artérielle de 35% environ dans les études de cohorte. Et c'est la même chose pour les maladies coronariennes, avec une amplitude un petit peu moindre, puisqu'elle serait de 20% de réduction du risque dans les essais thérapeutiques, à tous les niveaux de pression artérielle, et de 20-25% dans les études de cohorte. Donc c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, c'est généralisé le traitement de l'hypertension artérielle, mais dans la distribution continue des chiffres de pression artérielle, on ne sait pas à partir de quand il faut réellement traiter et embêter les gens par un traitement. Certains iront, c'est le cas de Lowe et Wald, jusqu'à l'idée d'intervenir très tôt en l'absence d'hypertension artérielle, en disant que ce qu'il faut, c'est faire baisser la pression artérielle et ne plus raisonner en termes de maladie, oui ou non. Et puis d'autres s'acharnent à découvrir un seuil. Alors sur cette diapositive, vous avez les conséquences de ce qui peut se produire selon les choix des seuils que l'on va faire. Vous voyez que le taux des accidents dans cette étude, qui est une étude d'intervention faite aux États-Unis dans les années 1970 à 1980, vous voyez que le taux des accidents est très bas quand on a moins de 110 de pression artérielle systolique et va augmenter formidablement quand on aura une pression artérielle supérieure à 180. Donc on n'a pas de problème sur la nécessité de traiter au-dessus de 160 mm de mercure, car finalement, on traite 5% de la population qui porte 24% des accidents. Mais cela signifie que 75% des gens vont encore faire un accident. Donc de manière assez logique, les gens se sont posé la question en descendant plus bas, 140 à 160. Et là, non seulement on évite 4,7% des accidents, mais on évite 19%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont une pression artérielle dans cette zone-là, 44 388, 21 477, que dans cette zone-là. Donc, en traitant, on va éviter 19% des accidents, mais là, il faudra traiter 42,9% des gens. Donc, en traitant davantage de gens, on évitera davantage d'accidents, mais on ennuiera davantage de gens et éventuellement on coûtera plus cher. Et bien aujourd'hui, au moins aux États-Unis, la discussion se fait sur 130 qui éviterait 23% des accidents, mais ferait traiter 20% de gens en plus. Donc, au fur et à mesure que l'on augmente le nombre de gens traités, on augmente la diminution des accidents, mais il y a un moment où la balance, on peut se demander si elle est favorable, et pour l'individu, à cause des effets secondaires du traitement. Et quoi que disent les gens, il y a toujours des effets secondaires, ne serait-ce que ceux qui sont dus à ce qu'on appelle l'effet nocebo. Ce n'est pas des effets secondaires graves, alors que les maladies qu'on évite sont des maladies graves. Mais la charge que ça représente au niveau d'une population devient absolument énorme, et les débats aujourd'hui ne sont pas clos. Vous en entendrez encore certainement parler dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Et là-dessus, je ne pense ne pas avoir le droit de vous dire quelle est ma position personnelle ou mon raisonnement personnel, puisque en tant que chercheur, j'ai tous ces chiffres-là dans la tête quand je rencontre quelqu'un, mais quand je rencontre quelqu'un, j'adapte mes conseils et mes choix à d'autres paramètres que la pression artérielle, et surtout, depuis environ une vingtaine d'années, on cherche dans les zones limites, les zones qui sont ici 130, 139, 140, 149, et pour moi même 150, 159, dans toute cette zone-là, je cherche à savoir quelle est la préférence du patient entre un suivi sans intervention médicale
ou pas de suivi. Mais ce que j'évite surtout, c'est le pas de suivi, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une alerte sur une pression artérielle dans des zones un petit peu élevées, il faut demander aux gens de reconsulter tous les 6 mois, 1 an ou 2 ans, et ne pas les perdre de vue, car plus la pression artérielle est élevée à un moment, plus elle a de chances d'augmenter dans les années qui suivent. Alors, nous allons maintenant aborder un autre concept. Vous avez vu successivement des concepts tels que l'équilibre et les divergences entre la clinique et l'épidémiologie. Vous avez vu ce qu'est un risque multifactoriel. Vous avez vu ce qu'est la transformation d'une association en une causalité grâce à la démonstration des effets de la thérapeutique. Mais à un certain moment, on se dit, mais l'hypertension artérielle, oui, on sait qu'elle existait autrefois, puisqu'il y a eu des malades extrêmement célèbres d'hypertension artérielle. Balzac, Stendhal, Roosevelt, Eisenhower, Staline. Donc le nombre d'hypertendus connus est très grand. Mais est-ce que ce nombre d'hypertendus va en augmentant ou est-ce qu'il va en diminuant? Et qu'est-ce qui conditionne le nombre des hypertendus dans une population? Et c'est là qu'intervient un épidémiologiste anglais qui a eu un raisonnement extrêmement important pour tout ce que l'on fait actuellement. Et il a introduit le concept qu'on pouvait être des malades, mais on pouvait aussi vivre dans une population malade. Donc il va opposer la maladie de l'individu à la maladie de la population. Et qu'est-ce qu'il appelle une maladie de la population? Bien, si vous regardez le schéma qui est en bas et à gauche, vous allez voir la distribution des valeurs de cholestérol en Finlande, à votre droite, et la distribution des valeurs de cholestérol au Japon, à votre gauche. Et vous voyez qu'on peut dire au fond, si on prend le Japon comme référence, que c'est la Finlande qui est malade, puisque la majorité des gens se situent dans des valeurs qui sont éventuellement considérées au Japon comme des valeurs pathologiques, alors qu'elles sont considérées comme des valeurs basses en Finlande. Donc, l'idée est de dire que dans la valeur moyenne d'un paramètre, dans une population, détermine le nombre de ses déviants. Et il a appliqué ce concept, comme je vous en avais déjà un tout petit peu parlé, à de très nombreux paramètres, où en montrant qu'on a toujours des distributions gaussiennes d'un certain nombre de valeurs, mais qu'on peut avoir des distributions gaussiennes très déviées vers les valeurs hautes, ou des distributions gaussiennes très déviées vers les valeurs basses. Et la question qu'il a posée alors a été de dire, mais si la population était dans un meilleur état, est-ce qu'on serait obligé de faire autant d'interventions chez les individus? Question d'ailleurs en plus sous-jacente que l'on connaît maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi des influences génétiques? Est-ce que c'est une influence environnementale? Est-ce que c'est une influence génétique? Et à ce moment-là, la question est, est-ce qu'on peut changer les gènes? Est-ce qu'on peut changer l'environnement? On ne peut pas changer les gènes, changeons l'environnement. Et quand on change l'environnement, tout de suite, Jeffrey Rose a attiré l'attention sur quelque chose. Il a dit, dans les manipulations qu'on peut faire d'un environnement, il y a des facteurs de nuisance que l'on peut supprimer, mais il faut se méfier de ne pas rajouter aussi, par nos interventions, d'autres facteurs de nuisance. Et c'est ainsi que s'est développé le concept de santé publique qui nous anime tous actuellement et qui ressemble un tout petit peu à des répétitions, mais qu'on ne peut cesser de répéter. Si le poids moyen des Français, si la consommation en alcool moyenne des Français, si la consommation en sel moyenne des Français était diminuée, si l'exercice physique moyen des Français était augmenté, on pourrait aboutir à une population où les facteurs qui ont été démontrés comme capables d'influencer les chiffres tensionnels se rapprocheraient d'un niveau idéal qui diminuerait au total le nombre des hypertendus. Ceci est figuré de manière théorique sur ce schéma. La médecine classique, c'est la stratégie du haut risque. Donc on a la distribution gaussienne des valeurs de la pression artérielle, par exemple. On a la fonction de risque qui fait que plus la tension artérielle est élevée, plus les maladies sont fréquentes. Et on a le nombre de personnes concernées. Donc selon
l'endroit où on va mettre la flèche rouge, qu'on peut mettre un peu plus vers la droite ou un peu plus vers la gauche, on va augmenter ou diminuer le nombre des personnes auxquelles on va rendre service. Si maintenant, ayant ainsi cette distribution gaussienne dans la population qui ne change pas, on fait une stratégie de population. Elle va consister à quoi? Elle va consister à dévier vers les valeurs idéales un chiffre comme la pression artérielle parce qu'on imagine que des Français plus maigres, mangeant moins salé, n'ayant pas de diabète, ne fumant pas, seraient globalement dans un meilleur état de santé, ce qui fait que le même niveau d'intervention que l'on propose concernerait un plus faible nombre de gens. Et depuis environ une trentaine d'années, les gens ont fait de multiples calculs là-dessus, et la conclusion pratique est que pour qu'un individu soit en bonne santé, il faut qu'il vive dans une population en bonne santé. Donc les efforts que l'on fait en santé publique pour diminuer les quantités de sel qui sont dans les aliments, pour encourager les gens à refaire de l'exercice physique, pour essayer de lutter contre la vague d'obésité qui existe actuellement, ou la vague d'excès de poids qui existe actuellement, tous ces efforts-là font partie de la stratégie de lutte contre l'hypertension artérielle qui va de pair avec l'utilisation appropriée des médicaments. Et ce qui a changé par rapport à la position de Jeffrey Rose et qui est très important à savoir, c'est que quand on donnait un médicament antihypertenseur pour de nombreuses années aux gens au moment où ils venaient d'être découverts, on avait quand même peur de ce qui allait se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, on a la chance, de mieux connaître les doses de médicaments, et d'avoir un recul de 30 à 40 années. Donc l'image du traitement qu'on propose aux gens pour traiter l'hypertension artérielle s'est nettement améliorée, puisqu'on a le recul avec la certitude, quasi-certitude, d'absence d'effets secondaires graves au long cours. Donc on a dans nos mains 2 outils, la stratégie de population, la stratégie médicale, et le défi des années passées sera de mener de front les 2 politiques. Et quand on regarde ce qui s'est passé autrefois, et qu'on sélectionne un certain nombre d'articles, on voit que la baisse des maladies cardiovasculaires qu'on observe depuis environ 1970, on peut l'attribuer à des avancées scientifiques. Alors en matière de maladies cardiovasculaires, il y aura les interventions qui seront les dilatations coronariennes, la thrombolyse, les dilatations des vaisseaux, les unités de soins intensifs, les médicaments antihypertenseurs, les statines. Tout ça fait un ensemble qui, sur un intervalle de temps de 40 à 50 ans, a fait diminuer massivement les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, mais à un niveau que notre devoir de médecin ou d'épidémiologiste est de considérer comme quand même inacceptable, parce que on sait que la cause profonde, qui est le dysfonctionnement vasculaire, pourrait être améliorée par d'autres méthodes que les générations à venir vont avoir à trouver, que les étudiants d'aujourd'hui vont avoir à trouver au moment où je vous regarde. C'est le travail qui va vous concerner sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et en même temps, cette évolution favorable de l'incidence des accidents coronariens ou cérébraux s'est accompagnée de tout un ensemble d'actions de santé publique, en particulier dans la lutte contre le tabagisme, très bien réussi aux États-Unis et au Royaume-Uni, perfectionné en France, mais pas encore réussi, et puis aussi au changement qu'il faut faire dans la nutrition en tapant sur un certain nombre de composés de la nutrition qui sont nocifs pour la santé, et c'est l'intérêt de l'effort qui va être fait en France grâce au développement de Nutri-Score, par exemple, qui va renseigner les gens sur la valeur santé des aliments, en les classant en 4 catégories de A à E, avec 4 ou 5 couleurs qui vont orienter en partie les choix. Les choix des gens sont faits sur les prix, mais les choix des gens seront informés maintenant en matière de composition des aliments concernant le sucre, le sel et les graisses. Donc l'avenir est grand si l'on accepte l'idée que la baisse des accidents coronariens et des accidents cérébrovasculaires est un grand succès,
mais que le grand succès n'est pas encore obtenu, en particulier pour retarder le plus possible. Peut-être qu'on ne les évitera pas, mais au moins on donnera aux gens une qualité de vie supérieure jusqu'à des âges qui vont nous surprendre, qui seront probablement situés au-delà de 80 ans, si on inclut aussi la protection de fonctionnement du cerveau dans les efforts que l'on fait pour traiter et aider les gens dans une population. Vous sentez-vous fatigué? Ça ne me surprendrait pas, parce que finalement, en 1 heure, nous avons survolé un siècle de médecine. Donc il faut avoir les idées claires, et pour être bien sûr que vos idées soient claires, et peut-être aussi pour compenser les points où je ne l'ai pas été, je voudrais vous rappeler comment regarder cette vidéo. Il faut se reposer de temps en temps, il faut la couper. Encore faut-il savoir comment la couper. Alors au tout début, je vous ai donné des méthodes qui vous permettront dans l'avenir de travailler vous-même et de savoir que les faits que je vous raconte en 1 heure reposent sur une littérature énorme, sur des techniques qu'il faut maîtriser et qu'il ne s'agit pas d'une histoire purement narrative, mais qu'il s'agit bien d'une histoire scientifique. Le premier temps a été de vous montrer l'oscillation qui existe entre l'hypertension artérielle maladie, où des gens ayant des symptômes sont découverts hypertendus de manière extrêmement facile parce que leurs chiffres sont massivement élevés. Ça, c'est la naissance de l'hypertension artérielle maladie, qui s'oppose à l'hypertension artérielle facteur de risque, où il n'y a pas le moindre symptôme, le moindre signe, les gens ne se plaignent de rien, on leur mesure la pression artérielle et on la trouve anormale. Donc dans un cas, une maladie qui peut avoir des causes, et dans l'autre cas, un facteur de risque qui va s'associer à d'autres facteurs de risque. Donc vous réfléchissez d'abord là-dessus, sur le va-et-vient qui va exister entre les cliniciens, les épidémiologistes, soit dans les compagnies d'assurance, soit dans la ville de Framingham. Une fois que vous possédez bien ce va-et-vient, il faut comprendre le débat qui existe pour définir l'hypertension artérielle. Et ceci repose sur la distribution gaussienne de la pression artérielle dans la population, c'est-à-dire l'absence de ligne de démarcation entre ce qu'on appelle normotension et hypertension artérielle. On le décide de manière arbitraire. Il ne s'agit pas d'un phénomène biologique où d'un côté vous auriez des hypertendus et de l'autre côté des normotendus. Nous avons tous une pression artérielle, certains l'ont à 100 mm de mercure, d'autres l'ont à 200 mm de mercure, et la différence est telle que le pronostic ne sera pas du tout le même en matière de maladies cardiovasculaires pour ceux qui auront la pression artérielle élevée, ceux qui auront la pression artérielle basse, mais où s'arrête la limite entre la normalité et l'anormalité, on ne le sait pas, on le décide simplement pour donner aux médecins et aux malades une manière de communiquer et de comprendre la justification des conseils ou des traitements qui seront donnés. Ayant fait cette réflexion, on insiste aussi sur les données de l'épidémiologie qui ont montré qu'on ne pouvait pas considérer l'hypertension artérielle comme le seul facteur de risque cardiovasculaire. Il faut y ajouter le poids, il faut ajouter le tabac, il faut y ajouter le diabète, il faut y ajouter le cholestérol, etc. Ce qui fait que pour le même niveau de pression artérielle, les gens qui par ailleurs ont une génétique différente, avec des antécédents familiaux ou non dans leur histoire, les gens sont totalement différents alors qu'ils ont la même pression artérielle. Et c'est l'ensemble qu'il faut essayer de synthétiser dans ce qu'on appelle l'évaluation du risque cardiovasculaire. Par évaluation, l'évaluation n'est pas facile, la communication du risque à des personnes ou à des populations est également très difficile. Alors, je vous parle de difficultés, mais vous regardez à nouveau la vidéo, vous voyez des références qui sont marquées au bas des diapositives, vous pensez à la méthodologie qui peut avoir été utilisée, et puis vous introduisez maintenant dans votre esprit une difficulté de plus, mais tout est atteignable, c'est la variabilité de la mesure de la pression artérielle.
comme cela. Vous verrez quelles sont les différentes méthodes qui vous permettent d'atteindre la connaissance du niveau de base de la pression artérielle de chacun. C'est le niveau de base que l'on vise à connaître. Il est probable que la variabilité tensionnelle, ce n'est pas très bon. Mais pour le moment, on n'a pas de méthode pour la quantifier, on n'a pas de traitement spécifique. Mais on raisonne donc sur la pression artérielle de base mesurée par une certaine méthodologie. Vous verrez que cette méthodologie doit changer. On ne peut pas continuer à mesurer la pression artérielle une fois rapidement, n'importe comment. Il faut un minimum de plusieurs mesures dans un environnement très décontracté, soit à la maison, soit dans une pièce où il n'y a pas de médecin et pas d'infirmière. Donc vous avez ainsi les conditions de mesure de la pression artérielle, vous avez ainsi la signification de la pression artérielle. Vous regardez ensuite les essais thérapeutiques randomisés qui ont démontré que quand par des médicaments on abaissait les chiffres tensionnels, on remettait le pronostic des personnes à peu près au même niveau que le pronostic spontané des pressions artérielles que ces personnes auraient eu en l'absence de maladies ou en l'absence d'anomalies génétiques ou environnementales. Donc vous avez la preuve que le traitement est efficace. Comme les traitements ont été testés depuis 1970, votre génération a la chance d'être protégée des effets secondaires que l'on craignait au début de la mise en place de ces médicaments, les diurétiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On se demandait ce que ça ferait à 10 ans ou à 20 ans. Vous n'avez plus ce problème-là. Donc le traitement médicamenteux peut être utilisé, mais suffit-il? Non. Et c'est pour cela que l'exposé se termine par le concept de population malade et d'individus malades. On peut éviter, on peut essayer de diminuer l'incidence de l'hypertension artérielle en diminuant le niveau moyen de la population du pays dans lequel on vit. Et pour cela, il y a plusieurs stratégies de santé publique qui sont extrêmement importantes, extrêmement complexes, et qu'il ne faut pas négliger en réduisant l'hypertension artérielle au traitement médicamenteux. Indispensable, mais qui doit s'insérer dans un contexte beaucoup plus général d'une population en bonne santé. Je vous ai raconté le passé, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir.